Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 28 mai. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Décideurs et financiers sont actuellement au Grimaldi Forum pour se mettre au service des océans à l'occasion de la seconde édition du Blue Economic and Finance Forum. Avec nous dans quelques instants, le vice-président et administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II, Romain Sirlet. Le point sur le nouveau centre hospitalier Princesse Grace et la fin du chantier pour le nouveau bâtiment qui clôt la phase 1. Après la construction, le relais sera passé le 1er juillet aux équipes hospitalières pour déménager et s'approprier les lieux avant d'accueillir les premiers patients en toute sécurité. Des technologies monégasques prochainement sur la Lune. Et oui, la NASA a sélectionné la société Venturi Astrolab comme l'un des 2 fournisseurs d'une astromobile lunaire habitée pour la campagne Artemis. Nous serons pour en discuter avec le directeur technique de Venturi, Franck Baldé. Le Rocher des Champions, c'est le titre d'un documentaire qui vient d'être projeté ce mercredi au Grimaldi Forum, un film coproduit par Monaco Info et Canal+, et qui explique comment l'un des plus petits pays au monde est devenu l'un des plus grands centres de formation de sport. Pierre Casiraghi, qui est d'ailleurs dans ce documentaire, sera au micro de Monaco Info pour revenir sur une décennie d'aventure avec le team Malizia. Et enfin, la présentation d'une nouvelle adresse gastronomique dans l'esprit des grandes brasseries françaises sur l'avenue Saint-Charles, le restaurant Le Fernet. Après la Monaco Blue Initiative qui s'est déroulée mercredi, la Principauté continue de mettre l'accent sur la protection des océans avec la seconde édition du Blue Economic and Finance Forum qui réunit sur 2 jours scientifiques, gouvernements et acteurs financiers. L'objectif, trouver des solutions concrètes pour agir efficacement. Alexandra Pani et Camille Caloni ont assisté à l'ouverture de ce forum. Reportage. L'urgence est établie, il faut à présent entrer dans la réalisation des solutions concrètes pour la sauvegarde des océans. Le BEF, Blue Economy and Finance Forum, a pour ambition depuis 2 ans maintenant de mettre en relation de manière plus directe les capitaux et les projets. Pour cette édition 2026, plus de 300 décideurs et investisseurs ont répondu à l'appel. On avait fait la première édition avec 25 milliards identifiés et 9 milliards ajoutés. On n'aura pas tout à fait ces chiffres-là pour la deuxième édition parce que ça prend du temps de mettre au point toutes les bases techniques qu'il faut, mais on est cette année clairement dans la même idée. Les gens qui sont là sont des gens qui s'intéressent au financement de l'économie bleue, soit des financiers, soit qui sont prêts à investir. Il y a des tas de moyens d'investir, de la banque, de l'assurance, des obligations, du capital privé et même un peu d'argent philanthropique. Et puis d'autre part, des gens qui ont des projets et qui sont capables de démontrer, à l'image de ce qu'on avait fait l'année dernière, que ça marche. Il y a des choses qui sont déjà en route et qu'il s'agit de passer à une échelle supérieure. Donc c'est du concret, on arrête de faire des discours et on se met au boulot. Financer et accélérer les solutions pour agir efficacement. Et parmi les grands thèmes abordés cette année, le financement de l'économie bleue, la décarbonation du transport maritime et les ressources alimentaires durables issues de la mer. On sait aujourd'hui que pour passer à l'échelle, il faut financer une palette de solutions de financement. Des financements propres des porteurs de projets, bien évidemment, des financements publics qui permettent de faire des leviers, des fonds d'investissement. Et ça, il faut véritablement, on va dire, intéresser et en tous les cas motiver au déploiement d'autres fonds de financement. La philanthropie bleue, qui est aussi une dernière source de financement à laquelle je crois beaucoup. Il y en a une dernière, c'est celle des territoires, puisqu'en fait, là où on va développer des solutions en matière de décarbonation du transport maritime, développement des énergies marines, des solutions aussi pour faire en sorte que nos eaux côtières soient moins polluées, etc. Ce sont de vrais projets de développement territoriaux sur lesquels on va investir. Les solutions novatrices et concrètes seront aussi à l'honneur au Hub Innovation où des entreprises du secteur privé présentent leurs nouveautés pour une économie bleue durable et régénératrice. Au cours de cette première journée, un mémorandum d'entente entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et l'Association internationale des villes portuaires a été signé. Et pour développer plus en profondeur cette deuxième édition du Blue Economic and Finance Forum, nous recevons le vice-président et administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II, Romain Sirlet. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons de le voir dans ce reportage, mais je voudrais avoir votre point de vue. Quelle est l'importance, l'intérêt de cette deuxième édition du Blue Economy and Finance Forum ?
Alors le Blue Economy and Finance Forum, c'est une plateforme qui réunit principalement des décideurs du secteur privé afin de mettre en avant des enjeux, des challenges liés au développement de l'économie et de la finance bleue. C'est une deuxième édition, elle fait suite à la première édition du forum qui s'est déroulée en marge de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et le souverain a souhaité que nous renouvelions l'expérience tous les ans. Donc nous en sommes à la deuxième édition et nous rassemblons plusieurs centaines de décideurs issus de grandes entreprises, plusieurs investisseurs privés, institutionnels, ainsi que beaucoup d'entreprises innovantes pour cette occasion. Et pour cette deuxième édition, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer sur ces jours-là, sur ces 2 jours? Alors nous avons des sessions de haut niveau, des plénières de haut niveau qui donnent la parole à des leaders d'opinion dans le domaine de la finance, dans le domaine du maritime, de l'aquaculture, de la pêche et dans beaucoup d'autres secteurs de l'économie. Il y aura également 12 side events qui sont soit sur des thématiques particulières de l'économie bleue, soit dédiées à certaines régions du monde, certaines géographies. Et ensuite, il y aura toute une partie de l'événement consacrée à l'innovation, donc des sessions de pitch où nous aurons des solutions d'investissement qui viendront présenter des entreprises qui figurent dans leur portefeuille et un espace d'exposition qui met en avant 15 entreprises innovantes qui viennent présenter leurs solutions. Et quel est concrètement l'objectif de la Fondation Prince Albert II à travers ce Blue Economy and Finance Forum? Qu'est-ce que vous recherchez? Alors nous avons 3 grands objectifs. Le premier, c'est de nous assurer que les questions d'économie et de finances bleues restent en haut des priorités dans l'agenda international. Nous ne pouvons pas attendre tous les 4 ans qu'il y ait une conférence des Nations Unies sur l'océan pour mettre en avant ce type d'enjeux. Donc c'est une très bonne chose que nous puissions désormais l'organiser sur une base annuelle. Deuxième objectif, nourrir des nouvelles collaborations. Il est absolument nécessaire de créer davantage de passerelles entre des entreprises innovantes, des investisseurs privés, donc des family office, des investisseurs institutionnels comme des fonds de pension, des fonds souverains et bien entendu également des dirigeants de grandes entreprises de certains secteurs de l'économie bleue. Donc ça c'est un vrai enjeu, créer des collaborations. Et enfin le troisième objectif qui est peut-être le plus important, nous devons faire grandir la communauté engagée sur les questions d'économie bleue. Il faut ramener davantage d'investisseurs. Malheureusement, bien souvent, dans les conférences consacrées à l'économie bleue, on est un peu dans l'entre-soi. On parle à des personnes qui sont déjà convaincues, déjà engagées. Il faut faire grandir cette communauté pour attirer davantage de capital vers ces sujets qui sont prioritaires. Oui, l'avenir des océans doit automatiquement, selon vous, passer par la finance et le milieu des affaires. Nous en avons besoin? Pour moi, c'est absolument essentiel. L'ODD 14 consacré à l'océan est le moins financé de tous les ODD. Et quand on regarde ce que peut faire la philanthropie ou l'aide publique, clairement, ce n'est pas suffisant. Donc il y a un vrai enjeu à ramener des investisseurs dans ce domaine. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible. Il y a tout un tas de solutions d'investissement qui permettent de générer un très fort impact et en même temps un retour sur investissement qui est très intéressant. Donc investir dans l'océan, ce n'est plus seulement la bonne chose à faire, c'est aussi le bon moment de le faire. Et c'est l'un des messages que l'on veut faire passer pendant le forum. Et que peut-on faire quand il y a par exemple de grands pays qui rament dans le sens inverse? Je pense notamment aux États-Unis avec Donald Trump qui a fait marche arrière en matière d'environnement. Parce que c'est difficile comme ça de se battre contre des moulins à vent comme un pays comme Monaco qui fait 2 km², quoi. Alors, complètement d'accord, il faut être lucide, il faut être pragmatique. On vit dans une période de forte incertitude avec le multilatéralisme sous pression, avec un nombre croissant de tensions géopolitiques, un nombre croissant d'organisations qui repoussent leurs engagements environnementaux. Mais en même temps, je pense qu'il faut un petit peu de perspective. La Fondation, en fait, cette année, c'est 20 ans. Quand on regarde 20 ans en arrière, l'océan était juste absent des débats internationaux. Et donc il y a eu un vrai progrès. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique sur le rôle de l'océan. On a des cadres réglementaires comme le traité BBNJ. Et on a surtout beaucoup plus de connaissances de la part du grand public, de la part de la communauté économique. Donc pour toutes ces raisons, il faut bien comprendre que le progrès, ce n'est pas linéaire. Il y a des moments d'accélération, il y a des moments de contraintes, de freins. Mais ce qui compte, c'est la trajectoire. Et quand on regarde la trajectoire, on se dit certainement qu'il faut regarder au-delà des cycles politiques qu'on est en train de traverser. De toute manière, le changement climatique, la biodiversité, la pollution
ne vont pas aller où que ce soit, hein, ça restera les enjeux les plus importants de notre époque et certainement des générations futures. Et à l'échelle de Monaco, on est un pays de 2 km², mais le souverain a toujours été engagé sur la question de protection de l'environnement. Ça a offert une vraie légitimité, une vraie capacité à mobiliser. Et malgré ce contexte très spécial, je pense que Monaco est en capacité de porter un message qui dépasse très largement ses frontières. Romain Sirlet, merci pour cet éclairage. Un grand merci à vous. C'est la fin du chantier pour le nouveau bâtiment du CHPG qui clôt la phase 1 de cet énorme projet débuté en 2016. Le 1er juillet prochain, le relais va être passé aux équipes hospitalières qui vont disposer de quelques mois pour s'approprier les lieux, déménager les services avant d'accueillir les premiers patients en toute sécurité. Reportage. Le 1er juillet 2026 marquera une date importante dans l'agenda du centre hospitalier Princesse Grace. Le nouveau bâtiment sera livré aux équipes hospitalières en charge de sa gestion. Avec la mise en œuvre d'une phase essentielle de préparation et de sécurisation, le CHPG se prépare à la migration progressive de ses services hospitaliers avant l'accueil du premier patient. Les équipes du gouvernement travaillent conjointement depuis plusieurs mois sur cette phase transitoire qui clôt le chapitre Grands Travaux débuté en 2016, comme s'en réjouit Céline Caron-Dagioni, la ministre en charge de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. C'est une joie immense, celle de se dire qu'aujourd'hui on passe le témoin dans notre équipe, on passe le témoin aux équipes des affaires sociales et du CHPG. Et ce passage de témoin, pour nous, il est au 1er juillet, celle où enfin on va leur remettre les clés des 40 000 m² dont ils vont devoir aujourd'hui s'approprier, avec toujours nous à leur côté, puisque livrer un hôpital, c'est quelque chose de particulier. Au département des affaires sociales et de la santé, on se félicite de ce passage de témoin qui va désormais permettre une phase de marche à blanc jusqu'à la fin de l'année 2026. C'est une étape extrêmement importante puisque c'est celle où les équipes du CHPG vont pouvoir commencer à s'approprier les services qui vont être livrés. Alors je voudrais quand même revenir un peu sur ce projet. C'est quand même un projet phare, la pierre angulaire du dispositif sanitaire monégasque. C'est un projet très ambitieux. C'est un projet qui a pour vocation d'assurer un service et de rendre à la population les attentes qu'elle a en termes de sécurité, de santé, de prise en charge, d'accès aux soins. Ça sous-entend des contrôles extrêmement stricts, rigoureux, répétés pour s'assurer que le bâtiment est en capacité de recevoir ces patients qui, par définition, sont des personnes fragiles et donc plus facilement à risque de développer des maladies. Mais c'est aussi un bâtiment qui doit être sécurisé pour les personnels. Cette étape du 1er juillet, comme on l'a dit, elle marque le début de l'appropriation par les équipes hospitalières. Il va falloir investir les services, les installer, tester et s'approprier les équipements. Et ce n'est pas le projet d'un département, c'est le projet du gouvernement dans son entièreté. Direction les demi-finales pour la Roca Team après la deuxième victoire consécutive face à Bourg-en-Bresse à l'extérieur hier au soir, 114-103 pour Monaco, une rencontre qui a vu briller particulièrement Eli Okobo et Mathieu Strazel, sans Mike James, gréviste. Les demi-finales se joueront face à Nanterre avec le premier match au Stade Louis II ce lundi à 20h. Objectif Lune pour Venturi Monaco. Il y a 2 jours, la NASA a annoncé avoir sélectionné la société américaine Venturi Astrolab comme l'un des 2 fournisseurs d'une astromobile lunaire habitée pour la campagne Artemis. Le nouveau véhicule baptisé CLV-1 reposera sur des technologies conçues et fabriquées par Venturi Space, autrement dit des technologies monégasques prochainement sur la Lune. Pour revenir sur cette annonce, avec nous, le directeur de Venturi, Franck Baldé, bonsoir. C'est une incroyable nouvelle que nous venons d'apprendre. La NASA choisit Venturi Astrolab pour accompagner cette nouvelle aventure, des hommes à nouveau sur la Lune. Comment cette nouvelle a été accueillie à Venturi ? C'est une nouvelle exceptionnelle. On s'était tous réunis ce soir-là à 20h, il y a 2 jours, pour écouter l'annonce de la NASA. Et c'est avec grande émotion et après tant d'efforts, tous ensemble, qu'on a travaillé sur des technologies clés. Et finalement, on a cette réponse de la NASA et renvoyer des astronautes sur un rover avec de la technologie Venturi, c'est exceptionnel. C'est incroyable, oui. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça va faire ? Venturi Astrolab sur la Lune, ça sera quand et comment ?
Donc Venturi Astrolab a proposé un nouveau rover un peu plus petit que le précédent, le Flex, qui va voyager sur un alunisseur, le Blue Moon Mark I, qui peut emmener jusqu'à 1 tonne sur la Lune. Mais ce qui est exceptionnel, c'est ce coup-ci, les astronautes, ils vont s'asseoir au milieu du véhicule, alors qu'avant ils étaient vers l'avant. Et surtout, ce véhicule est propulsé par des roues développées par Venturi et des batteries qui sont, grâce à elles, permettent de survivre les nuits lunaires, mais surtout de se déplacer sur la Lune. Et elles sont fabriquées à Monaco. Donc c'est enfin, on va pouvoir avoir notre technologie pilotée par des astronautes sur la Lune. Alors parlez-moi justement de cet astromobile lunaire. Comment est-il? Quelles sont ses caractéristiques? Donc c'est un véhicule qui va faire autour de 950 kg pour être compatible avec l'alunisseur, qui va arriver en 2028 sur la Lune. Et arriveront plus tard les astronautes. Donc le véhicule sera tout d'abord semi-autonome, on le contrôlera depuis la Terre, il va attendre que les astronautes alunissent. Une fois que les astronautes seront sur la Lune, le rover va s'approcher des astronautes pour qu'ils puissent l'utiliser et faire de l'exploration lunaire. Qu'est-ce qui a poussé ce choix de la NASA selon vous? Qu'est-ce qui fait votre originalité, votre différence? Le concept du véhicule en lui-même, grâce à Astrolab Venturi aux États-Unis, a une particularité avec des innovations à tous les niveaux, que ce soit au niveau donc des roues développées par Venturi, que ce soit au niveau de la suspension, parce que le rover peut monter et descendre et faciliter l'accès aux astronautes. Il faut se rappeler que les astronautes sont dans des combinaisons pressurisées avec une mobilité réduite, donc il faut que le rover descende au sol pour faciliter l'accessibilité. Ensuite, il y a une technologie de gestion de l'énergie sur ce rover avec un panneau solaire et des radiateurs qu'il faudra déployer à des moments opportuns, parce que sur la Lune, on sait qu'il va faire très très froid, donc il va falloir se protéger, mais il va aussi faire très très chaud en allant à plus de 150 degrés, où il va falloir évacuer l'excès de chaleur de tous les composants électroniques dans ce véhicule. Je voudrais aussi avoir quelques éclaircissements. Dans les informations que vous nous avez envoyées en amont, il y a marqué que c'est la société américaine Venturi Astrolab qui a été sélectionnée. Pour moi, Venturi était monégasque. Alors expliquez-moi, c'est une société américaine, c'est une société monégasque, c'est les deux? Venturi Astrolab est une société 100% américaine et complètement indépendante de Venturi Monaco. Venturi Monaco, société Venturi Space, il y a également la Suisse qui a contribué au niveau des roues. Ces deux sociétés, Monaco et Suisse, ont contribué d'une façon technique et stratégique au développement de ce rover à travers des composants innovants et fondamentaux pour faire fonctionner le rover sur la Lune, donc les roues et les batteries. Voilà, donc des roues, des batteries monégasques qui seront sur la Lune. Cette aventure lunaire, ça ne s'est pas fait en un jour. J'imagine qu'il y a un gros travail derrière. C'est une longue aventure qui a commencé il y a 7 ans au travers de Gildo Pastor, qui a cette vision d'utiliser le savoir-faire, les 25 ans d'expérience de l'automobile électrique. Quand je dis automobile électrique, je parle bien sûr de moteur, de batterie, de châssis. Et après 25 ans de développement sur Terre, sa volonté était de dire, mais utilisons mon savoir-faire à travers nos technologies Venturi et appliquons-le à l'environnement lunaire qui est extrême. Donc à la différence de la Terre, nous n'avons pas d'atmosphère sur la Lune, des températures qui peuvent aller de moins 240 degrés dans les zones où le soleil ne vient jamais toucher le sol à plus 150 degrés et également une gravité moindre. Donc c'est toute cette expérience accumulée dans le passé à travers Gildo Pastor et sa société Venturi à Monaco, qui a permis d'avoir ce déclic et cette création d'un rover lunaire à travers une société américaine, Venturi Astrolab. Franck Baldé, félicitations et nous suivrons bien sûr ça de très près. Merci beaucoup. Merci. Comment l'un des plus petits pays au monde est devenu l'un des plus grands centres de formation de sport? C'est la question que pose Le Rocher des Champions, un documentaire coproduit par Monaco Info et Canal+, qui sera diffusé prochainement sur notre antenne. Cette réalisation de Yann-Anthony Noguès a été présentée en avant-première mercredi soir au Grimaldi Forum, en présence notamment du prince Albert II, de la princesse Caroline et de Pierre Casiraghi. Les détails d'Émilie Rousseau et Camille Caloni.
Un hymne, un drapeau représenté au plus haut sur les podiums internationaux. Quand Monaco gagne, c'est tout un pays qui en est fier. Un territoire de seulement 2 km² qui, malgré sa taille, est un véritable vivier de grands talents. Mais comment la principauté a réussi à générer autant de champions ? Dans le documentaire Le Rocher des champions de Yann-Anthony Noguès, on découvre comment ces sportifs se sont forgés, comment ils ont atteint les sommets. Champions du monde ou olympiques pour certains, grand espoir de leur discipline pour d'autres. Tous ont grandi à Monaco avec juste sous leurs yeux un événement sportif. Beaucoup s'en sont inspirés et sont devenus acteurs de ces grandes compétitions. On grandit avec le Grand Prix de Formule 1, avec le football. J'ai eu la chance d'avoir le Tour de France en 2009. On côtoie les sportifs au quotidien, beaucoup habitent ici. Donc on les voit régulièrement et forcément ils nous font rêver. On a envie de leur ressembler, de faire vivre des émotions aux gens et voir que ça arrive. C'est vraiment très très plaisant et sans tous ces sportifs qui sont présents en Principauté, je ne pense pas que ce soit possible. Donc on a énormément de chance de vivre ici. Le prince Albert II a ouvert la voie à cette série de champions. Il a participé à 5 Jeux olympiques d'hiver en bobsleigh. Grand passionné de sport, il a toujours soutenu les athlètes dans leur progression. On a eu la chance et on a la chance d'avoir le patron, le prince Albert, qui motive tout le monde et c'est un exemple pour nous. Et faire rayonner nos couleurs dans le monde entier, c'est génial, quoi. 12 athlètes made in Monaco livrent tour à tour leur histoire, leurs doutes, leur parcours et nous permettent de mieux comprendre les ingrédients du succès. J'ai trouvé que c'était très bien parce qu'il y a mon tonton dessus, Valentin Vachereau, et j'ai adoré. Moi j'ai trouvé ça très 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 bien étant donné que c'est un petit rocher et qu'il y a beaucoup de champions. Je trouve ça magnifique. C'est très inspirant, surtout pour moi et ma copine, parce qu'on aimerait être cavalière professionnelle et de voir un cavalier monégasque sur la scène, c'était vraiment incroyable. Pour moi, ça m'a ému parce que c'était vraiment cool de voir d'autres athlètes de haut niveau évoluer, voir leur évolution et ce qu'ils ont fait pour en arriver là. C'était vraiment cool, c'est sympa. It was very inspirational. For future, maybe regattas and sailing, maybe I would have a better mindset. That was very inspirational. Le Rocher des champions de Yann-Anthony Noguès sera à découvrir prochainement sur Monaco Info et sur Canal+. Et parmi ces champions et disciplines, un anniversaire. Le Team Malizia fête ses 10 ans. L'écurie de voile monégasque de Boris Herman et Pierre Casiraghi ne rougit pas du parcours accompli entre défis sportifs et engagement pour la santé des mers du monde. Le navigateur réagit à cette décennie d'aventure. Écoutez. Je pense qu'un des grands moments, c'est d'arriver à prendre le premier départ du Vendée Globe, ce qui était vraiment l'objectif au départ de cette équipe. Évidemment de prendre du plaisir, mais voilà, ce premier départ et la première arrivée de Boris au Vendée Globe, qui a été une arrivée très compliquée. Voilà, c'est des souvenirs inoubliables. Donc voilà, quand on a un objectif et on arrive à l'atteindre comme ça n'a vraiment pas de prix. Il faut que les partenaires suivent, il faut que techniquement on arrive à préparer le bateau. Et puis c'est vraiment un saut dans l'inconnu pour Boris de partir comme ça 80 jours seul sur un bateau. On ne sait pas si l'homme va tenir. Et nous, on est évidemment derrière à terre, on le suit. Donc ça a été des grands moments d'émotion, ce premier Vendée Globe. C'est sûr que c'est un des plus grands moments pour l'équipe. On vise un 3e Vendée Globe. On est en train de construire un bateau qui va être bientôt mis à l'eau, enfin qui va pouvoir bientôt vraiment naviguer. Et donc voilà, on va essayer de faire le meilleur résultat. C'est vraiment l'objectif, essayer de terminer. Déjà toujours le Vendée Globe, terminer, c'est le premier objectif. Et puis essayer de faire un meilleur résultat. On a fait 5e le premier Vendée Globe. On va essayer d'aller dans le top 3, ça serait vraiment fantastique. Mode, élégance et esprit tropézien, une équipe de Monaco Info est partie à la rencontre de Zia Empereur, résidente monégasque devenue créatrice de la marque de vêtements Zia Chari. Un pop-up store vient d'ailleurs d'ouvrir ses portes à Saint-Tropez, à 2 pas de la place des Lys, et accueillera les visiteurs jusqu'au mois d'octobre. Écoutez, Zia Empereur, elle est au micro de Christinda Petit-Homel. C'est une marque de prêt-à-porter qui est très proche de la haute couture. Il y a des nuances haute couture parce qu'on travaille vraiment sur l'embroderie au cristal. On fait beaucoup d'attention à la qualité. Tout est made in France. Tout commence par un lieu sur la Côte d'Azur, notamment Monaco ou Saint-Tropez. C'est vraiment mes sources d'inspiration. Donc je réfléchis bien au lieu. Je m'imagine que je suis. Bon, c'est souvent le cas. Donc je sais quand même qu'est-ce que je veux que les vêtements elles dégagent.
J'achète tous mes tissus en Italie, c'est vraiment des tissus de haute qualité et je fais toujours en sorte que c'est des matières naturelles, c'est très important, je veux vraiment qu'on se sente bien dans mes vêtements. Et les pierres? Alors les pierres sont également d'Italie. Pour l'instant, j'achète tout en Italie parce qu'ils sont renommés pour la qualité supérieure. Et je trouve que c'est très important d'avoir une marque qui est vraiment fabriquée en Europe. Donc toute la production se produit en France et toutes les matières viennent d'Italie. C'est toutes les pièces qu'on a besoin en vacances. Donc des belles robes, des robes courtes, des petits ensembles de pièces, des maillots de bain effectivement, des caftans, mais vraiment de tout. J'ai étudié aux Pays-Bas, à Amsterdam, Fashion Business. Ensuite, mes études, j'ai choisi de voyager, mais j'ai toujours dessiné et je savais depuis le tout début que je voulais être créatrice de mode. Donc maintenant, c'est ma profession, j'ai vraiment créé ma marque, mais c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Et au-delà du pop-up qui vous permet d'essayer les tenues de la créatrice, si vous ne pouvez pas vous rendre à Saint-Tropez, sachez que vous pouvez vous rendre sur son site, le www.ziachari.com. À Monaco, une nouvelle adresse attire les amateurs de gastronomie et d'art de vivre. Ouvert depuis quelques semaines sur l'avenue Saint-Charles, le Fernet revendique l'esprit des grandes brasseries françaises entre élégance, convivialité et cuisine de caractère avec des produits de saison. Le lieu entend devenir un rendez-vous du partage en principauté. Le reportage est signé Christine Dapoty-Thomel et Camille Caloni. Derrière les portes du Fernet, l'ambiance rappelle les grandes brasseries françaises où l'on vient autant pour la cuisine que pour le moment passé à table. L'esprit souhaité au Fernet, vraiment, c'est d'apporter une touche d'élégance, de sobriété, tout en restant autour d'une cuisine française traditionnelle et surtout autour du réconfort et d'un moment de partage. Chaque assiette ici met en valeur des produits soigneusement sélectionnés, car en cuisine, le chef Mathieu Dorlac signe une carte sincère et raffinée, inspirée des terroirs français et de la Méditerranée. On est vraiment sur une cuisine qui va mettre en avant les grands classiques, mais aussi le produit, la saisonnalité du produit. On a un sourcing au restaurant qui est la plus grande part du travail de notre chef Mathieu Dorlac. C'est vrai qu'à l'ouverture du restaurant, on était un peu plus en hiver. On avait les grands classiques comme le pot-au-feu, la blanquette. Aujourd'hui, on a des plats plus réconfortants comme un cordon bleu maison. On peut également retrouver un aioli de merlu, des choses qui sont vraiment autour de la convivialité. Au Fernet, le vin occupe également une place centrale. La carte a été imaginée pour accompagner les créations du chef et faire découvrir des références soigneusement sélectionnées. Le vin, pour ma part, c'est vraiment ce qui me représente. J'ai construit une carte des vins avec plus de 300 références. Et mon but ici, c'est vraiment de faire un tour de France, mais de pouvoir proposer une carte avec des grandes signatures, mais aussi des vignerons un peu plus confidentiels et mettre en avant vraiment le partage pour le client et pouvoir proposer une expérience unique. Une philosophie qui se prolonge jusque dans la cave de l'établissement. En effet, le Fernet propose à sa clientèle de pouvoir, si elle le souhaite, privatiser la cave du restaurant pour des dégustations et des dîners intimistes autour d'accords mets et vins sur mesure. Une expérience encore plus confidentielle et sélective, toujours dans l'esprit de la maison. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont dédiées à la projection du documentaire Le Rocher des Champions, hier après-midi au Grimaldi Forum. C'est un film de Yann-Anthony Noguès, coproduit par Canal+ et Monaco Info. Vous pourrez prochainement voir ce film sur notre antenne, consacré aux sportifs monégasques qui rayonnent à l'international. À suivre dans une poignée de secondes, la météo d'Alban Gingembre. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.
Bonsoir à tous. Légère transition dans le ciel pour les jours qui viennent. Il continue de faire beau et chaud à Monaco, mais un voile nuageux viendra peut-être apporter quelques gouttes demain. Le thermomètre, lui, ne faiblit pas avec 20 degrés le matin et jusqu'à 27 degrés l'après-midi. Un indice UV toujours élevé, protégez-vous et hydratez-vous. Et demain, vendredi 29 mai, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Aymars.